podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika consacrée aux représentations du futur dans la culture. Émission que l'on a décidé avec notre sens de la formule habituelle de baptiser Culturfu. J'aurais dû donc dire salut les cultures fausses d'ailleurs. Bref, l'idée est de faire un petit tour de table des œuvres qui nous ont marqués ces derniers temps. Donc chacun des journalistes autour de la table va vous présenter une œuvre et l'intérêt qu'elle peut avoir par rapport à ce qui nous obsède toutes et tous par ici, le futur et la façon dont nos contemporains se le représentent. Alors, ces derniers mois, les œuvres, populaires ou pas, qui font de l'anticipation le cœur de leurs propos, ne manquent pas. Le choix a donc été difficile, mais on a fini par trancher. Pas de Westworld et de The Handmaid's Tale ce mois-ci, puisque les saisons 2 de chacune de ces œuvres en passe de devenir culte, on ne va pas se mentir, ne sont pas encore entièrement diffusées à l'heure où nous vous parlons. Donc on en reparlera à l'occasion d'une autre émission de ce type. Mais on va quand même vous offrir une sélection de séries, et cette semaine de BD d'ailleurs, qui, je l'espère, satisferont votre curiosité insatiable, bande de petits turfos. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Fan Montet. Salut Fan. Salut Guillaume. Et bienvenue autour de cette table, notre cher et joyeux rédacteur en chef préféré, Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. C'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, donc on n'a pas le choix. Et derrière la console, et si elle le souhaite, derrière le micro également aujourd'hui, Romane, on tente un nouveau truc. Elle est multitâche car elle provient de la génération Y. Salut Romane. Salut Guillaume. Pardon. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais arrêter de parler avec Fan qui va nous parler d'une BD numérique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et oui Guillaume, je vais vous parler de Media Entity, mais je voulais d'abord revenir un peu sur cette mode des BD numériques en ce moment, parce qu'il y en a vraiment plein sur Instagram, il y a Manger vers le futur, il y a énormément d'applications, dont la dernière en date s'appelait Emma, et qui parlait d'une planète qu'on venait de découvrir et dont une équipe devait partir dedans. Mais bon, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de Media Entity. T'en as sélectionné une parce qu'elle est cool, c'est ça ? Elle est très très cool. Et donc cette BD numérique, qui est plus exactement un turbomédia, c'est-à-dire une BD adaptée à l'écran, a été faite par Simon Consara et Émilie Tarascou, et qui nous parle de nos entités numériques. Donc on débute l'histoire avec un trader qui fait perdre à sa banque 5 milliards de dollars en une nuit. Classique. Ça me rappelle un truc. Oui, on se demande où il a trouvé l'idée. Un certain JK. Sauf que ce n'est pas lui qui a effectué l'action, mais son entité numérique. Car dans ce monde parallèle, car ça se passe au même moment, ça pourrait se passer en 2018, on a tous des avatars numériques depuis la naissance, et c'est une entreprise globale qui gère ces avatars numériques qui s'appelle Media Entity. D'accord. Donc on va suivre ce trader qui va rejoindre un groupuscule qui veut éteindre les entités numériques, ou plutôt les tuer. D'accord. Et ce qui m'a fasciné dans cette BD, c'est à quel point le monde numérique les avatars numériques avaient un impact sur la réalité, même plus que leur double humain. Et donc petit à petit dans la série, les entités numériques vont se réveiller et vont s'émanciper de leur double humain. Donc voilà, c'est une BD non seulement bien dessinée et qui s'avale en 1h30 très facilement. Chrono en main. Chrono en main. Et ça m'a bien fait flipper, parce qu'on se rend compte que... J'ai pu interviewer l'auteur de la série, Simon Consara, qui... sur uzbekerika.com, évidemment. Sur uzbekerika.com, allez voir le site. Donc ce qui m'a bien fait flipper, c'est cette manière dont les entités numériques nous échappent. Et on peut le voir même dans la réalité, où aujourd'hui, avec des systèmes de deepfaking, on peut remplacer des visages sur des vidéos de manière très réaliste. Et aujourd'hui, c'est très facile de hacker les données personnelles de quelqu'un, et donc on peut prendre sa place très facilement sur le monde numérique et faire devenir quelqu'un d'autre, nous faire devenir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment marqué, et aussi le fait que sur les réseaux sociaux, on est le plus petit dénominateur commun pour tout le monde, alors que dans la réalité, on est capable d'être complexe et d'être différent
pour chacune personne qu'on rencontre. Donc voilà, c'était vraiment les points importants un peu futuristes de cette BD. Et elle est accessible donc sur iOS et Android. Donc elle est faite pour le mobile en fait, hein, c'est ça, dans la narration et dans la manière de construire le récit. Moi j'ai juste pu consulter le premier épisode, ça me paraît assez sympathique, j'ai très envie de voir la suite. Je crois qu'elle est payante, me semble-t-il. Oui, voilà. Oui, elle est payante. Donc, mais ça vaut le coup. On va leur c'est faire pas très cher. Peu de réclame, donc de promotion. Moi, j'ai juste relu l'interview de Monsieur Kansara faite par Fan. Et je trouvais intéressant de creuser ce sillon, puisque nous, ça fait quand même un moment à Uzbek Erika qu'on travaille sur cette frontière, si tant est qu'il en existe encore une, entre réel et virtuel, et justement on a de cesse d'en repousser les limites, donc d'en redéfinir la nature, et à mon avis c'est juste qu'il n'y en a plus. Là c'est intéressant son pitch sur le trader, mais on pourrait trouver aussi des exemples dans le réel avec des histoires suite à des hackings de sites de personnes qui se sont suicidées, donc des conséquences bien réelles d'actes qui ont été au départ de nature cyber, numérique ou digitale. Je pense que ça c'est vraiment... nos identités numériques ou réelles se confondent déjà je pense. Maintenant en 2018. De plus en plus. C'est bien pour ça que tu ne mets aucune photo de toi sur les réseaux sociaux, Blaise, absolument. par exemple. Je ne suis que réel, je ne suis pas numérique. Je n'ai de vie que palpable. Donc Media Entity, merci Fan pour cette petite présentation qui donne bien envie de voir la suite. Moi je vais vous parler de The Expanse parce que ça fait un petit moment que j'ai envie d'en parler déjà, et que le tome 5 est sorti chez Actes Sud, enfin traduit en français, est sorti ce mois-ci, donc ça me donne l'occasion de le faire. Alors c'est quoi The Expanse? C'est depuis 2011 en fait, cette œuvre multiforme, puisque c'est des livres comme je viens de le dire, mais aussi une série, redonne ses lettres de noblesse à un genre qui est un peu tombé en désuétude, qui est le space opéra, les Star Trek, etc. Et donc c'est 8 livres écrits par 2 auteurs, Ty Franck et Daniel Abraham, qui signent sous le nom de James S.A. Corey. Je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu me répondre pourquoi ils avaient choisi ce nom d'auteur là commun, mais c'est donc aussi une série télé adaptée par Sci-Fi pendant 3 saisons, et puis c'est repris par Amazon pour une 4e saison. Alors en série télé, ça donne à peu près ça, The Expanse. Earth, Mars, the belt, it's all bullshit. There shouldn't be any teams. It's a beautiful dream, son. But in this world that we live in, you have to pick a side. Stars are better off without us. Earth and Mars have pushed themselves to the brink, and whenever that happens, Belters always lose. Alors on le sent, on entend les petits tirs à la fin, des rafales de fusil. On sent c'est une série assez intense, et puis avec un petit peu de rock'n'roll, mais beaucoup de blabla. Et donc je vais vous faire un petit peu récapituler un petit peu comment ça se passe. C'est dans un futur plus ou moins proche. Certains sur Reddit mentionnent 2350, mais les auteurs entretiennent un peu le flou. Bonne source Reddit. Bonne source Reddit. Hein. Moi je vais jusque là pour chercher mes infos. Merci Blaise. Quand même à pas tomber sur un forum chelou. Bon bref, dans un futur plus ou moins proche, quelques siècles plus tard que maintenant, l'humanité a colonisé la plupart de notre système solaire. Mars est en cours de terraformation, comme le souhaite le bon Elon, notamment, qui n'est pas dans le livre. Notre Lune, qui est rebaptisée Luna, ainsi qu'une partie de la ceinture d'astéroïdes sont colonisées. Sur Cérès et Eros, par exemple, il y a de gigantesques stations qui sont peuplées d'individus qui, pour la plupart, ne sont jamais allés sur Terre. Alors eux, ce sont les ceinturiens, puisqu'ils vivent dans la ceinture, vous l'avez. Et vous avez entendu le terme dans l'extrait sonore, on les appelle en anglais The Belters. Pour les gens qui vivent dans la belt. De la belt. Et ces gens-là exploitent les ressources des astéroïdes au profit de Mars et de la Terre, qui entretiennent avec les ceinturiens des relations houleuses, mais entre elles-mêmes, Mars et la Terre, des relations encore plus houleuses. Donc on a un équilibre précaire entre terriens, martiens et les ceinturiens qui sont représentés par l'Alliance des planètes extérieures, ou APE. Et tout cet équilibre précaire, il est bien menacé par la découverte au début, la découverte des vestiges d'une civilisation extraterrestre, évidemment.
Et au milieu du chaos politique que cette découverte, avant d'autres découvertes, va provoquer, navigue un petit gars qui s'appelle le capitaine James Holden. Super nom de héros. James Holden, c'est pas mal. Hein. Et son équipage du Rocinante, qui est un très bon nom de vaisseau aussi, puisque c'est le cheval de... Bon bref, je vais pas vous la faire. Auquel le lecteur s'attache au fil des personnages. Vraiment, au fil des pages, pardon. Vraiment, on est avec eux, on est dans le Rocinante, et il y a toute une galerie de personnages qui prennent chacun la parole à tour de rôle. C'est les deux auteurs, ils sont disciples et ils ont été assistants chacun à leur tour à un moment donné de leur vie de George R.R. Martin. Donc ils savent comment structurer un livre. L'auteur de Game of Thrones. L'auteur de Game of Thrones, pardon. Un livre qui notamment fait beaucoup de pages et s'étend sur beaucoup de tomes. Et ils adoptent donc cette technique narrative des chapitres par point de vue des personnages. Donc il y a une grande variété de styles. Et chacun des livres, puisque là j'ai un peu envie de plus de parler des livres que de la série, fait l'honneur à un genre particulier. On a le premier qui est plutôt du polar de l'espace. On a un des derniers qui est un peu plus western, et on a surtout pas mal de thrillers politiques. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'univers de The Expanse, il est dense, fouillé, complexe, mais il est politique. Et c'est peut-être ça qui fait la force de cette série. C'est les relations entre les Nations Unies qui dirigent la Terre, le gouvernement de Mars, celui des planètes extérieures qui représente les Ceinturiens. Donc c'est là le cœur du propos, qui est à mon sens super finement amené. Même si l'humanité colonise d'autres planètes, elle sera plongée dans les mêmes turpitudes et continuera à se diviser et à s'affronter. Évidemment. Pas de gouvernement mondial super bienheureux qui solutionne tous les problèmes. Le truc, c'est que même le gouvernement mondial, pour le coup, c'est les Nations Unies sur Terre qui gèrent tout, en fait, et ils gèrent notamment toute une partie de la population qui est sous revenu universel. Mais le revenu universel, c'est pas la panacée, puisqu'ils traînent dans les rues et qu'ils n'ont rien à faire. Donc même ça ne résout pas les problèmes. D'ailleurs, les auteurs auxquels j'avais eu la chance de poser quelques questions pour Ouzbek par mail, parce qu'ils sont un peu... Interview à retrouver sur le site. Un peu secret. On va le dire à chaque fois, toutes les 5 minutes, la réclame. Non, ils disent cette phrase intéressante, ils disent The Expanse évoque la façon dont on se divise constamment en tribus. En fait, quel que soit le cadre, quel que soit on peut faire un exercice d'anticipation jusqu'à 2300, 2400, on restera toujours sur ce même schéma. Bref, je vous recommande de lire la série et livres. Je le fais assez régulièrement au bureau. Vous ne l'avez pas fait, à part peut-être Roman qui est là et qui peut-être en a pensé du bien de The Expanse, s'il te plaît. Oui, j'en ai pensé du bien. Ah, voilà. Mais, contrairement à toi, je n'ai pas lu les romans, j'ai juste vu la série. Ouais. J'attends la saison 2 aussi, qui est sortie. Elle est sortie, la saison 2 est sortie, elle est disponible je crois même sur Netflix, si je dis pas de bêtises, je vérifierai. C'est la saison 3 qui est en cours de diffusion aux États-Unis sur Sci-Fi, qui n'est pas encore sur Netflix, et la 4 qui sera sur Amazon Vidéo, donc. Voilà. Et on retrouve pareil ce que tu disais, le côté thriller au début. Chaque personnage en fait a une petite, un univers à lui, et on a le côté géopolitique aussi hyper important. Et ouais, moi j'ai bien aimé aussi tout le système économique autour de l'exploitation des météorites, la manière dont ils captent tous les astéroïdes aussi. Ouais, parce qu'ils vont diguer les ressources évidemment qu'il y a sur la ceinture. T'as des transports de glace, des transports de machin pour aller nourrir toutes les stations et tout. C'est extrêmement bien pensé en fait. L'univers est bien détaillé sur les vaisseaux aussi. Il y a beaucoup. Les combinaisons sont belles. Ouais, les combinaisons. Et il y a beaucoup de descriptions techniques dans le bouquin sur les vaisseaux, la manière dont ils ont inventé le propulseur Epstein qui permet d'aller pas de voyager de manière interstellaire, mais d'aller un peu plus vite que ce qu'on a actuellement, sans perdre trop d'énergie. Et entre livres et séries, du coup entre livres et je trouve que la série est une bonne adaptation, et j'ai pas envie de faire le snob en disant comme je le faisais à l'époque de Game of Thrones, en disant j'ai lu les livres et pas vous. Donc les deux se valent. C'est pas exactement la même œuvre, c'est le même univers, mais j'ai une petite préférence pour les livres parce que tout simplement tu passes plus de temps avec les personnages que tu finis par vraiment bien aimer, quoi. Il y a une des patronnes des Nations Unies qui s'appelle Chris-Jen Avasarala, qui tend dans la... Super nom. Ouais, Chris-Jen Avasarala, les noms sont bien trouvés. Tant dans la série que dans le bouquin, à une manière de s'exprimer qui est assez géniale et une densité assez folle, bien qu'elle apparaît pas beaucoup. Mais elle est emblématique dans la série, je trouve. Elle a toujours dès ses qu'elle saris apparaît, magnifiques. on sait que ça va être un moment important. Et elle lâche des petits... Elle clash pas mal de gens, mais elle lâche des petites piques assez violentes et vulgaires, et on aime bien ça. Voilà. C'était ma petite recommandation de la semaine. Blaise, t'as une autre recommandation? On va partir encore un peu loin. Toujours dans le futur. Dans le futur, ouais. Mais on va partir alors à l'ouest pour nous, si on regarde une carte, puisqu'on va partir au Brésil. On sait que Netflix voit grand, puisque l'espace anglo-saxon ne leur suffit plus, la vieille Europe ne leur suffit plus. Ils ont
ont investi aussi d'autres marchés culturels. Il y a eu évidemment le carton de la série espagnole Casa de Papel ces dernières semaines. Mais là, je vais vous parler de 3%. Donc 3%, 3% en français, série brésilienne, produite par Netflix, comme la Casa de Papel, qui n'est pas encore aussi mainstream que la série espagnole, mais qui a reçu un vrai succès d'estime, et ce qui lui a permis d'embrayer sur une saison 2 qui est désormais accessible. 3%. Apenas 3% de vocês serão seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. Voilà, seuls 3% d'entre vous feront partie des héros qui iront sur l'autre rive, où personne n'est lésé. Les épreuves du processus s'assurent que seuls les meilleurs d'entre vous puissent aller sur l'autre rive. Quoi que vous fassiez, vous le méritez, nous dit Ezequiel, qui est donc l'un des héros de 3%. Alors, de quoi ça parle? Parce que même avec cette petite traduction, vous n'avez rien compris. Normalement. Hunger Games, c'est bizarre. Ouais, un peu. Alors, dans un futur non daté, ce qui est plutôt malin, la société est scindée en deux groupes. Un tout petit groupe qui est celui des élus et qui vit sur l'autre rive. Donc la mystérieuse autre rive, un territoire qu'on devine riche et pacifiste, réservé à l'élite de la population, pendant que l'immense majorité des individus, terrassés par la misère et la violence, vit dans un univers qui ressemble vraiment à une sorte de favela géante. D'accord. Et pour définir qui mérite d'aller sur l'autre rive, puisque c'est une histoire de mérite évidemment, chaque habitant, une fois qu'il atteint l'âge de 20 ans, doit prendre part au processus, une sorte de version contemporaine des 12 travaux d'Hercule, où seulement 3% des participants peuvent donc, à l'issue de ce processus et de différentes épreuves, partir en bateau pour l'autre rive. Et ils sont sélectionnés, quoi. Ils sont sélectionnés, avec des épreuves intellectuelles, physiques, mentales, quasi survivalistes, je vais y revenir. Absurdes, des fois. Absurdes aussi, ouais, tout à fait, mais qui révèlent leur vraie nature, qui ils sont vraiment. Tout est et à la fin, ils doivent d'ailleurs opérer un dernier grand renoncement, dont je tairai la nature pour ne pas totalement divulgacher la série, mais c'est assez malin. Ils ont vraiment réfléchi sur la notion de mérite, sur la démographie, sur des enjeux comme ça. Et donc évidemment, ce grand Raoul a le processus destiné à organiser et justifier l'inégalité sociale à ses adeptes, à ses prêcheurs, même du côté de la grande favela, mais ne fait pas que des heureux, puisqu'une organisation clandestine baptisée la Causa, la cause en français, fait tout pour infiltrer le processus et le détruire de l'intérieur. Ça, c'est évidemment le pitch de la première saison qu'il faut vraiment regarder. Trépidante, où on suivait toute une promotion en fait de jeunes suivre épreuve par épreuve le processus avec des flashbacks un peu façon Lost, centrés sur un personnage. Et donc là, la deuxième saison, elle démarre à 100 à l'heure, l'intrigue est beaucoup plus complexe, on est à la fois sur l'autre rive qu'on voit enfin, on la voyait pas dans la première saison, et on est au cœur de la cause dont le leader envisage une stratégie de déstabilisation du processus beaucoup plus radicale que celles qui ont été mises en place jusqu'ici. Il se radicalise, c'est un terme à la mode. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Je pose ça là, tirez-en les conclusions que vous voulez. Non, alors pourquoi il faut regarder cette série ? D'abord parce qu'elle fait plein de clins d'œil plutôt malins à des classiques de la dystopie de SF, de science-fiction et d'anticipation. On pense beaucoup à Bienvenue à Gattaca en le voyant. Les costumes, les grands espaces vides avec cette lumière tamisée. Même l'intrigue, puisqu'il s'agit pour plusieurs héros de cacher leur identité réelle. Et donc, toutes ces références et citations, je trouve qu'elles sont faites de manière assez maligne, pas lourdingue, parce que c'est rarement le cas. Tous les membres de la société sont suivis génétiquement. Enfin, il y a une puce, je crois. Oui, ils sont scannés à leur arrivée dans le process pour vérifier que c'est bien leur vraie identité. Et après, ils sont observés. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant, c'est que c'est une réflexion sur le survivalisme et sur la résilience, en fait. Le processus, le fameux grand rendez-vous là dont je vous parlais, est piloté par un héros, donc on a entendu tout à l'heure, qui s'appelle Ezequiel. Et c'est une vraie métaphore de la vie et des relations humaines. C'est-à-dire à quel moment il faut s'entraider dans telle épreuve, à quel moment il faut jouer sa carte perso aussi dans une autre épreuve. Quel renoncement est-ce qu'on est prêt à faire pour atteindre un objectif ?
à quel moment il faut prendre le lead, à quel moment il faut plutôt jouer la carte du suiveur. Est-ce qu'une organisation humaine parfaite est forcément celle qui allie des talents et des profils différents et complémentaires? Tout ça, c'est les questions en fait qu'on est amené à se poser au quotidien et qui sont concentrées en fait dans cet espace qui s'appelle le processus. Mais Blaise, justement, sur quoi, excuse-moi de te couper parce que j'ai pas du tout vu la série, mais sur quoi est fondée cette société de méritocratie? Enfin, quels critères, sur quels critères sont basés le fait qu'on passe ou pas les épreuves? Justement, parfois ils sont enfermés. Pour te donner 2 exemples, parfois il faut être capable en 1 minute 30 de reconstituer un cube avec 9 petits cubes, et sachant qu'il y a une immense tas de cubes au début. Voilà, donc il faut à la fois prendre chacun ses cubes. Donc là, c'est juste de la logique. Tu as aussi un entretien oral de personnalité. Ils voient comment tu réagis. Voilà, au tout début, un premier tri. Après, il y a des épreuves, par exemple, où ils sont enfermés, ils sont assis dans une pièce et ils ont 15 minutes pour choisir de qui ils veulent se débarrasser. Il faut qu'ensemble, ils se mettent d'accord sur une personne. Une autre épreuve qui est géniale, il y a une scène de crime qui est reconstituée, qui est figée, tu vois, avec des mannequins, et ils doivent comprendre ce qui s'est passé. Qui a tué qui et dans quel contexte. Et en fait, tu te rends compte que ça active, selon la personnalité des candidats, des réactions différentes, des émotions différentes. Et celui qu'on pense être le gros tricheur au début va se retrouver, va aller assez loin, je vous dis pas tout. Un autre qui est un super leader va peut-être être un petit peu questionné à un moment. Et surtout, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont observés. Tous ces jeunes, c'est un vrai laboratoire humain grandeur nature. Moi, j'ai pensé à un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lu au collège, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, qui est un grand classique. Que tu avais lu trop jeune comme moi, je pense. Exactement. Et je vais le relire. D'ailleurs, parce que voilà, William Golding, donc, qui imaginait des enfants anglais de bonne famille qui s'écrasaient en avion sur une île déserte et qui tentaient de reconstituer la société qu'ils avaient connue sur une île déserte, et où en fait très vite ça tournait au cauchemar et ça devenait une organisation tribale, sauvage, avec un culte du chef, une proto-religion assez rudimentaire. Là, on a vraiment un épisode qui est très marquant dans la saison 1, qui est vraiment de cette nature-là, et on creuse ça dans la 2. On pense à Hunger Games, t'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai côté teenage movie, assez rigolo. La série est bien calibrée aussi, 15-25 ans. Ouais. Elle peut se consommer quand même, parce que le propos est malin au-delà de ça, mais elle peut vraiment plaire à un public qui aime Divergente, qui aime Hunger Games, qui aime ces héros un peu de survie qui se tirent à l'arc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui reste, quoi. C'est très dans l'esprit... non, mais c'est aussi dans l'esprit le succès des jeux de Battle Royale, comme Fortnite. On est vraiment là-dedans en ce moment. Et puis voilà, des personnages hyper caricaturaux, mais assez attachants. Je pense à Raphaël, à Michel, Johanna, Fernando. Enfin voilà, regardez ça. Ça vaut vraiment le coup, parce que voilà, on a enfin un propos un peu différent sur le survivalisme et la résilience, qui est pas juste le masque à gaz, les zombies et le gun à la main, quoi. Ouais, c'est assez malin. Et des personnages féminins forts d'ailleurs. J'ai oublié de le dire sur The Expanse, c'est le cas aussi, peut-être un petit peu moins, mais là dans Fresh Potion, il y a vraiment pas mal. Johanna, la rebelle, Michel, l'agent double, qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et alors après, un dernier point qui est intéressant. Alors on connaît peut-être moins chez nous, le Brésil n'est pas un pays qui est hyper médiatisé, qui est hyper traité et connu, donc à moins d'avoir voyagé là-bas ou d'avoir des attaches, on ne connaît pas bien ce pays, mais c'est aussi, la série est évidemment une métaphore de l'inégalité, toute la réflexion sur les élites, la jeunesse qui n'arrive pas à trouver sa place, la corruption, c'est aussi une photographie un peu en filigrane du Brésil d'aujourd'hui qu'ont voulu critiquer notamment le showrunner Pedro Aguilera. Voilà. Ça donne envie. Moi, je l'ai vu, donc ça me donne presque même envie de revoir la première saison. Romain, la première m'a vraiment plus plu. Ouais. Je trouve qu'elle est mieux écrite que la deuxième, qui part un peu plus dans tous les sens et où ils accélèrent. Ouais, et puis il y a quelques idées. Roman, toi, t'as vu la première et la deuxième, ou t'as juste vu la première saison? J'ai commencé la deuxième. Il y a quelques idées aussi en termes de réal qui sont chelous dans la deuxième saison. Je sais pas s'ils ont plus de moyens ou moins, mais ils essayent d'incruster des éléments technologiques. Je veux pas révéler quoi que ce soit, mais qui sont parfois un peu. T'as l'impression que c'est. Les drones. Ouais. Pardon. Tu l'as dit. Dans la bande-annonce. D'accord. Bon, ça va alors. On déjà dit que c'était un peu. Ouais, des effets spéciaux un peu ratés. Ouais, un peu ratés. Et puis oui, voilà, effectivement, en plus. On imagine
La techno. Inversement, il y a un truc super là aussi, sans spoiler, c'est l'espèce de coefficient de compatibilité sexuelle. Oui. Au moment, il y a une scène géniale sur la plage où tu peux scanner la personne, savoir si tu as 2% ou 0,97% ou 98% de chance de matcher sexuellement. De passer un bon moment. C'est Tinder version plus quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Black Mirror l'a fait aussi. Et Black Mirror l'a fait aussi, c'est vrai. L'épisode sur les rencontres. C'est un jeu, je pense que c'est un clin d'œil. Enfin, je me dis qu'ils n'ont pas pu ne pas passer à côté de Black Mirror, les réals, donc non. Bon, bref. Mais t'as envie de voir la suite, toi, résultat, vu que t'as commencé la saison 2, Roman, ou est-ce que tu... De toute façon, je la regarderai. Ouais. J'ai envie de me faire mon opinion, mais oui, moi, ça m'intéresse aussi de voir où ils sont arrivés, puisque tout le long de la saison 1, on le voit comme le paradis, et en fait, ils savent même pas pourquoi ils se battent, ils savent même pas si ça vaut le coup, finalement, d'arriver à la fin des épreuves. Et donc, j'ai déjà envie de voir à quoi ça ressemble, même si j'ai l'impression que les gens sont un peu déçus. Et oui, voir aussi un peu le déroulement de la révolte, un petit peu, quoi. La causa, ça a l'air... Ça gronde un peu. Ouais, ça gronde un peu. Il faut aller jusqu'au bout de cette saison parce que, elle, comme tu le disais, Blaise, elle démarre extrêmement rapidement, donc on peut être un peu perdu, d'autant qu'il y a eu pas mal de temps entre la 1 et la 2, donc on ne sait plus où en sont les personnages et tout. Et elle est moins... La saison 1, tu avais quand même une unicité de lieux qui permettait, avec des flashbacks, mais quand même qui permettait de... Enfin, la structure était beaucoup plus claire, là, effectivement, ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste, il y a des moments assez merveilleux dans cette deuxième saison, et puis les personnages restent effectivement attachants et bien écrits, quoi, tout un simplement. Peu plus complexe aussi, moins caricaturaux que dans la 1. Légèrement moins, avec plus de... On comprend un peu mieux leur motivation. Donc, allez-y, quoi, foncez, et puis dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je vais vous parler d'une série qui... Reparler, encore une fois, je reprends la parole, pour vous parler d'une série dont j'ai aussi envie de parler depuis longtemps et qui s'est terminée il y a peu. Je voulais profiter donc de l'émission pour rendre hommage, parce que voilà, à une merveilleuse série qui fait partie de celles dont je sais qu'elles me resteront bien longtemps en mémoire. Cette série, certains reconnaissent peut-être la musique là, elle va commencer bientôt, vous allez voir, il y a des notes de piano. Cette série, c'est Sense8, et c'est une série qui part du postulat qu'un certain nombre d'humains sont connectés entre eux, genre une nouvelle évolution de l'espèce humaine. Alors plus exactement, c'est des groupes de 8 individus qui sont capables soudainement de ressentir ce que chacun des membres du groupe ressent en permanence. Ils peuvent se voir, ils peuvent se parler, ils peuvent s'entraider, ils peuvent bénéficier aussi des mêmes connaissances. Ils partagent des connaissances au sein de ce qu'ils appellent le cluster. Et donc c'est bien évidemment 8 personnes qui viennent de pays différents, qui ont des histoires différentes, qui sont réparties un peu partout sur la planète, et évidemment une vilaine organisation qui s'appelle BPO, les traque pour éliminer le danger qu'ils représentent pour notre bonne vieille espèce humaine, qui elle est très peu connectée. L'intérêt, il n'est pas forcément dans ce scénario parfois un peu bateau, ou même parfois poussif d'ailleurs, la saison 2. L'intérêt de cette série produite par Netflix, encore une fois, il est ailleurs. Déjà, elle est créée par les sœurs Wachowski, qui signent, à mon sens ici, leur œuvre ultime, qui emprunte autant à Matrix qu'à Cloud Atlas. Sauf que l'essentiel, encore une fois, il est dans ces 8 personnages que l'on suit au fil des 2 saisons et de la conclusion de l'œuvre qui a été diffusée le 8 juin. Et c'est des personnages qui sont super attachants et qui permettent d'explorer tous les thèmes qui sont chers aux sœurs Wachowski. Mais cette fois, et c'est là l'essentiel, elles font le pari de l'optimisme. Et c'est rare, une représentation du futur où les processus de domination de toutes sortes, du genre, sexualité, de classe sociale, de patriarcat, tout ça, tous les préjugés, sont vaincus par l'amour. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. Ils sont vaincus par l'amour, ils sont vaincus par l'empathie, ils sont vaincus par la bienveillance et la compréhension mutuelle. Et rien que pour ça, Sense8, c'est une œuvre vraiment originale, comme on aimerait en voir plus. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser, puisque c'est sous la pression des fans et de leur mobilisation sur Internet que Netflix a fini par accorder aux Wachowski le budget pour tourner un final de 2h30 qui se termine, attention, divulgachage, qui se termine par le mariage de Nomi, qui est une knackeuse transgenre, et de sa compagne Amanita sur la Tour Eiffel, tout simplement. En toute simplicité. Voilà. Donc tout ça, c'est une super mise en abîme pour une série dont le propos est de dire que la connexion entre les individus pourrait simplement sauver l'humanité. Moi, ça me donne envie de chialer, et j'ai chialé plusieurs fois en regardant cette série. J'aimerais que vous chialiez avec moi. Bref, merci Sense8, merci les sœurs Wachowski. Et si vous avez vu cette série, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, les filles, ce que vous en pensez.
Fan, Roman, parce que je sais que Blaise n'a pas vu ça. Blaise n'a pas regardé. Non. C'est mal, Blaise. Rattrape-toi vite. Choix. Donc vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Totalement. Oui. C'est pareil, une de mes séries, enfin ma série préférée, je peux le dire. Ah. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu d'optimisme et de bonté dans ce monde de brut, parce qu'avec toutes les séries dont on vient de parler, et même les BD, c'est toujours un processus de sélection et c'est le plus fort qui va gagner. Et là, ça fait du bien de se dire qu'on peut compter sur les autres pour réussir, quoi. Ouais, d'avoir cette représentation-là, ça change un peu. Roman, toi, t'es fan aussi ? Ouais, non, c'est une série qui fait du bien, notamment au niveau des personnages. On voit des personnes qui ne sont pas du tout représentées habituellement. Exact. On voit donc la personne qui est transgenre dont tu parlais, son combat, son amour, le fait de. Mais sans en faire non plus. Ses parents, mais sans en faire. Ouais, voilà, sans en faire des tonnes. C'est pas une lutte, c'est juste naturel, voilà. Elle doit lutter, mais c'est quelque chose. Enfin, c'est un personnage comme un autre. C'est ça que je voulais dire, c'est que elles en font pas un étendard. Enfin, c'est célèbre aussi. Voilà, c'est pas ce qui exactement. C'est pas ça. Enfin, c'est presque. C'est dur à dire, mais c'est peut-être presque pas ça l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est l'amour qu'elle porte à sa compagne et ses talents d'ingénieur informatique. C'est la première fois aussi qu'on a 2 couples gays dans une série, 2 voire hommes, des femmes. trouples, même. Voire des trouples, effectivement. Et bientôt des quadruples dans le prochain épisode produit par des octuples, puisque il y a effectivement des scènes d'orgie aussi qui ont fait la réputation de la série parce qu'elles sont effectivement super bien filmées, sans en faire trop, encore une fois. Mais ça fait partie même les scènes non orgiaques, les scènes de cul dans cette série sont particulièrement bien filmées. On sait que les Wachowski aiment bien et sont assez le cul aime bien filmer en tout cas les corps et les relations. Et puis voilà, les corps sont différents, c'est pas tous les mêmes. On a des gens de toutes les tailles, enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose une série qui fait du bien et on va se quitter sur cette recommandation finale et qui fait l'unanimité à part Blaise qui n'a pas encore eu le temps de voir cette série. Il faut que je rattrape ça cet été. Tu prends cette ode à la diversité. Est-ce que tu nous le jures devant nos auditrices? Je le jure. Et bah, mais n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, c'est ce que vous méritez. Je finirai en citant. Merci Blaise, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Romane qui a géré la régie tout en parlant. Bravo à elle, on peut la féliciter. Merci Fan et merci à toutes et à tous de nous écouter, de continuer à nous mettre des petites étoiles et de vous aimer